Bonjour. Moi, je voudrais, pour commencer, dire une pensée pour Renan Samuelsay, qui fut aussi à l'origine de la didactique professionnelle. Lorsque nous avons fondé en 1995 un réseau de recherche sur ce thème pour le CNRS, nous avions évidemment différentes sources et un projet dont Pierre vient pour partie de parler. Ces sources, c'était la didactique des disciplines et notamment l'espèce d'aporie dans laquelle se trouvait la didactique des disciplines techniques voulant se constituer comme une didactique des savoirs, alors que la technique, on en reparlera tout à l'heure, est probablement d'une autre nature. C'était les travaux qui se menaient autour de la question de la conceptualisation, le chemin que commençait à frayer à travers sa thèse Pierre Pastré. Et puis c'était aussi la question des genèses dont il vient d'être question, mais sur d'autres bases à l'époque, notamment les genèses opératives, les genèses que l'on appelait genèse instrumentale, qu'on a appelé genèse instrumentale, étant des processus comme visant à rendre compte du mouvement d'appropriation des techniques, à la fois du côté de la singularisation et de la transformation des techniques, mais aussi du côté de l'humain par la conceptualisation et par la schématisation. Je voudrais juste, donc, pour commencer, vous lire un petit bout de texte qui est justement issu de la proposition de cette création de réseau au CNRS. Une grande partie des savoirs professionnels sont non explicites et n'ont pas besoin de l'être pour leur mise en œuvre efficace. De ce fait, leur explicitation est problématique et dans certains cas peut même s'avérer impossible. Leur transmission nécessite de penser les relations didactiques dans des perspectives nouvelles. Ces caractéristiques ont conduit notamment à penser les savoirs professionnels en termes de compétences, qui d'une part ne se confondent pas avec ces derniers, et d'autre part permettre de mettre les situations de travail et les activités qui y sont développées au cœur des relations didactiques. Voilà dit d'une autre façon des choses que Pierre vient de dire. Ça posait aussi quelque chose comme une altérité fondatrice entre la didactique professionnelle et la didactique disciplinaire, les didactiques disciplinaires. Les didactiques disciplinaires se sont construites pour l'essentiel autour de la question de la connaissance, du savoir, de leur transmission, de leur transposition, de leur appropriation. Au fond, des questions dont Pierre vient de nous dire qu'elles sont celles posées il y a fort longtemps par Descartes. La didactique professionnelle a dû renverser cette centration sur les connaissances et sur les savoirs, la faire passer au second plan pour se situer dans une autre discipline épistémologique ou dans une autre perspective épistémologique. Je vais les dire dans des termes contemporains, donc qui ne sont pas ceux de 1995. D'une part, il s'agit des capacités du sujet à agir dans les situations, de son pouvoir d'agir dans ses milieux de vie et de travail. D'autre part, celle des ressources, des instruments, des compétences, des valeurs aussi, que le sujet construit, élabore, s'approprie, dont il dispose précisément pour assurer cette capacité et ce pouvoir d'agir.
Je ne sais pas si j'aurai le temps de distinguer entre capacité et pouvoir d'agir, mais je pense que cette distinction est importante et qu'elle n'est pas de l'ordre d'une force qui traverse. Et au-delà de cette question des ressources, il y a bien entendu celle de la transformation et du modelage des situations, des domaines d'activité et des milieux de vie, dont le milieu de travail. Au plan épistémologique, cela consiste à considérer les rapports entre connaissance et action du point de vue de leur subordination réciproque. Dans le champ scientifique, qui constitue la référence principale des didactiques disciplinaires, l'orientation première de l'activité est évidemment la production des connaissances. Et l'action est-elle subordonnée à cet objectif de production des connaissances? L'action est au service de la production des connaissances. Dans le champ professionnel, c'est en général l'inverse. Ce qui est premier, c'est l'action efficace, avec bien entendu la multiplicité des critères et des normes de validité et de valeur de l'action. Ce qui est le premier, c'est le faire, c'est la réalisation. La connaissance n'étant là que comme support aux ressources mobilisables, souvent mobilisées d'ailleurs, mais de façon générale subordonnées à l'agir. Je pense que ceci est valable dans l'ensemble du champ technique et plus encore dans l'ensemble du champ professionnel. Vous voyez à travers ces positionnements initiaux de la didactique professionnelle que la question du sujet capable émergeait, même si le terme n'était pas dit. La thématique du sujet capable, je dirais qu'elle s'est nourrie de ce terreau, de celui de l'agir efficace, qui s'inscrivait petit à petit, du coup, dans l'espace didactique. Il s'agissait également, à ce moment-là, d'une recentration sur le sujet. Je vais maintenant évoquer cette question du sujet dans des termes qui sont là encore formulés une dizaine d'années après ceux de la didactique, et après avoir travaillé dans d'autres champs et d'autres perspectives que les questions didactiques, notamment dans un groupe qui s'appelait Modèle du sujet pour la conception et que nous avons animé ensemble avec Pierre Pastré et Yves Clos, et dont est sorti un ouvrage que certains connaissent. Le point de vue qui a été exploré est bien celui d'un sujet pragmatique et capable, non pas contre un sujet épistémique et connaissant, mais appuyé par un sujet épistémique et connaissant. Ce ne sont donc pas deux points de vue qui s'opposent. Le sujet capable se place du côté du je peux. Au double sens de je suis en capacité, de j'en ai aussi la puissance. Et là, je renvoie pour cela à Spinoza. Je le peux effectivement, c'est-à-dire que je le peux dans les circonstances qui sont celles d'aujourd'hui et qui me sont données. C'est la question du pouvoir d'agir. Le sujet capable n'est pas un sujet ignorant, ni ne souhaite être un sujet ignorant. Le je peux du sujet capable renvoie à l'orientation de son activité, qui vise à intervenir dans le monde au sens large du terme. Bien entendu, tout sujet de vie, toute personne est intrinsèquement et simultanément sujet connaissant, sujet capable, mais aussi
bien d'autres sujets qui sont thématisés dans d'autres champs. Sujet de chair, sujet de droit, et la question de la capacité en droit est une question cruciale, sujet social, etc. Bref, tout sujet est une personne, bien évidemment non divisible, engagée dans des activités et des systèmes d'activité, inscrite dans des cultures et des rapports sociaux de vie et de travail, c'est-à-dire dans des mondes humains. Toute personne est au quotidien un sujet intentionnel, motivé, finalisé, dont les actions et les activités répondent à des normes qui les encadrent, normes dont toute une partie de son activité consiste à les resingulariser. Je pense que Yves nous en parlera tout à l'heure. À des motifs qui les poussent et à des buts qui les tirent. Un de ceux qui ont le mieux formalisé cette articulation entre les motifs et les buts, c'est Lomov, qui parlait dans un langage d'il y a 50 ans de vecteur motif-but. Les motifs et les buts expriment et réalisent l'orientation générale de la personnalité du sujet. Peut-être pourrait-on dire, à la suite de Pierre, de son identité. Il l'exprime et le réalise au plan des activités et engendre des buts et des motifs qui sont spécifiques aux actions en relation avec les tâches et les circonstances. Bien entendu, il y a beaucoup de discordances entre ces différentes instances, des correspondances positives et négatives entre les besoins du sujet et les résultats de ses interventions dans le monde, qui lui sont source de sens, de signification et d'émotions qui l'affectent, colère et modèlent ses activités. Le sujet capable dispose d'un ensemble de ressources à la fois internes et externes. Et ces ressources sont constitutives de son pouvoir d'agir. Il les mobilise au sein de ses activités et il médiatise ses différents rapports au monde. On irait même plus loin avec Kaptelinine et Leontiev en parlant de l'élaboration d'organes fonctionnels, c'est-à-dire d'éléments du corps, non pas du corps biologique, peut-être du corps soi, comme en parlerait Yves Schwartz. Ces formes et ces fonctions du corps humain expriment les modes de vivre dans le milieu, comme le dit Canguilhem. Et puis le sujet capable, par-delà le quotidien, est un sujet en devenir, non seulement parce qu'à travers les âges de la vie, il parcourt comme chacun de nous, comme chaque être vivant, les évolutions de l'ontogénèse, mais aussi et surtout parce qu'il est acteur de son propre mouvement, et de ses propres dynamiques évolutives. Je vais en venir à un second thème, qui là aussi est un thème qui avait été développé avec Renan Samursay, qui est la distinction entre les activités de type productif, activités laborieuses peut-être, comme tu viens de dire, ou industrieuses, je ne sais pas comment dirait Schwartz, c'est à discuter. En tout cas, les activités productives au quotidien et les activités constructives par lesquelles le sujet construit, modèle ses systèmes de ressources, de valeurs, et aussi ses domaines, situations et milieux de vie et d'activité.
L'activité productive, je vais la définir comme une activité de réalisation des tâches, d'atteinte des buts. Ça, c'est un descriptif de base. L'important pour nous est que la maille temporelle de ces activités est fixée par l'objectif qui se poursuit à ce moment-là. Elle peut être très brève, quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, ou plus longue, quelques mois, mais son terme est celui de l'objectif et de la finalisation. C'est celui des buts concrets dans le monde concret. L'activité constructive est-elle orientée tout à fait différemment, puisqu'elle est orientée vers le développement, l'évolution, la reconfiguration des ressources et des situations et milieux de vie du sujet. Cette temporalité, du coup, est tout à fait différente. C'est le moyen et le long terme. Ce qui est visé n'est pas le but immédiat, mais le futur. En gros, je pourrais dire que l'horizon de l'activité productive est le travail du sujet sur ce sujet qu'il va devenir, sur le sujet qu'il est en train de devenir et qu'il prépare, qui sera engagé dans d'autres activités que les siennes maintenant et qui sera aussi une autre personne peut-être. La distinction entre activité productive et constructive ne peut exister sans un troisième terme, qui est celui de l'expérience. C'est-à-dire le terme qui est au centre de ce colloque. L'expérience comme résultat, comme produit de l'activité productive, mais aussi l'expérience comme matière, comme matériau sur lequel va travailler l'activité constructive. Nous avons publié dans un premier ouvrage qui avait été piloté par Pierre Pastré et Renan Summerside, un modèle qui s'appelle le modèle People at Work, qui faisait partie des choses que nos bricolages théoriques de l'époque, dans lequel ces relations entre ces trois instances, l'activité productive et l'activité constructive, passaient nécessairement par l'activité, la production d'expérience et l'expérience comme matière. L'orientation de l'activité productive est la transformation du monde. Mais son résultat n'est pas seulement cela. Il est aussi la constitution de choses qu'il est difficile de définir. Pierre a parlé de traces, en tout cas de quelque chose qui va pouvoir être retravaillé. Et c'est le rôle, pour partie, de l'activité constructive que de réaliser ce travail sur l'expérience. Dire ceci de cette façon, c'est insister sur le fait qu'il y a une dimension matérielle dans l'expérience, non pas au sens d'une matière qu'on pourrait toucher, mais au sens de quelque chose qui est là, qui résiste, qui se travaille, qui se transforme, et qui va se transformer dans l'activité constructive en ressources, en compétences, en instruments, probablement aussi en identité. En tout cas, en un ensemble de choses qui sont incorporées, pour certaines, d'autres qu'on pourrait considérer comme des prolongements du corps, au sens du corps biologique, ce qui nous amène à l'idée que le corps du sujet capable ne se superpose pas au corps biologique. Il est le corps qui comprend les organes fonctionnels, il est le corps
qui incorpore des parties du milieu comme moyen de son activité. C'est une idée peut-être un peu étrange, mais vers laquelle nous pousse la question du sujet capable. Je voudrais terminer sur un autre thème que nous n'avions pas du tout travaillé dans ces moments de fondation, mais qui est un thème vers lequel l'actualité nous pousse. Pierre l'a déjà pour partie évoqué. C'est celui de la question des risques, de la question de la santé et de la question de la professionnalité, puisque nous sommes dans un colloque de didactique professionnelle. Il me semble que nous devons réfléchir, ou en tout cas que la didactique professionnelle doit réfléchir à ce qu'est le champ de la professionnalité aujourd'hui, dans les champs, dans les situations et les milieux de travail à haut risque psychosociaux pour la santé des personnes et pour la société elle-même qui sont en train de se développer aujourd'hui. On a mis dans un grand sac commode et athéorique quelque chose qui est appelé, ou en tout cas qu'on a écrit sur le sac, les risques psychosociaux. On a mis le stress, on a mis le harcèlement, on a mis la violence, le burn-out, l'addiction, le suicide. On commence à y mettre les TMS. La liste est ouverte. La question qui se pose à la didactique professionnelle, c'est comment cela entre-t-il dans le champ de la professionnalité? Comment une didactique peut-elle se préoccuper de l'expérience du risque, de la formation à l'affrontement du risque au travail, de ce type de risque, pas seulement les risques classiques sur lesquels il y a déjà eu des travaux, notamment par Christine Vidal. Je pense aussi que la didactique professionnelle, de par son inscription dans le monde et ses inscriptions théoriques, est en capacité de contribuer à une construction moins athéorique de ce que pourraient être les risques psychosociaux. Elle est en capacité non seulement d'intervenir du coup dans une perspective de formation, mais de contribuer aussi à une pensée et peut-être une intervention dans le monde. C'est sans doute une extension relativement importante par rapport à ce qu'est le champ traditionnel d'une didactique, mais c'est vers cela, je crois, que nous sommes poussés. Il y a des tentatives d'essayer de définir autrement, plus sérieusement, les risques psychosociaux comme étant des choses mises dans le même sac. Philippe Davzy a proposé la définition suivante, je vais vous en proposer une autre. Les risques psychosociaux pour Philippe Davzy sont les risques qui sont liés aux tensions entre les exigences de la vie psychique et le fonctionnement social. Et il me semble que à la fois la voie ouverte par une définition de ce genre est une voie importante, puisqu'elle consiste à essayer de penser le risque dans un cadre qui est bien celui du risque, mais que les termes ou les choix de termes méritent réflexion, et méritent réflexion notamment à la lumière de ce qui sort des travaux de la didactique professionnelle, de l'ergonomie, de la psychologie,
de la philosophie, etc. Donc je vais vous proposer une autre définition, qui est en fait une définition chantier. Les risques psychosociaux pour la santé humaine sont les risques liés à l'existence située de rapports antagonistes entre deux choses. D'une part, les exigences de la vie psychique, de l'activité, de l'agir et du développement humain. D'autre part, les contraintes d'organisation, de fonctionnement et de dynamique évolutive des situations et des milieux de travail et d'emploi. Ce type de définition consiste à poser le risque comme étant issu d'un type de rapport. Et je pense que, pour partie, toute la didactique professionnelle se constitue aussi autour de la question des rapports. Des rapports donc antagonistes, produisant, et là je vais prendre les termes de Yves Schwartz, de l'impossible et de l'invivable. La didactique qui s'est instituée professionnelle, parce qu'elle s'est instituée ainsi, se doit, je crois, d'investiguer les nouvelles formes, les nouvelles dimensions et les nouveaux enjeux de la professionnalité. La question du risque, de la souffrance, de la santé, au sens où on parle Canguilhem ou Yves Schwartz, ne sont pas des questions latérales ou secondes pour la didactique professionnelle. Elles sont au cœur de la professionnalité et au cœur du travail. Elles sont vitales, je pense, au sens fort, dans la perspective d'un homme sujet, d'un homme capable, d'un homme vivant. Je vous remercie.